J'ai donc tout de suite cédé la parole à Claire Mouradian, donc historienne, directrice de recherche au CNRS, et je vais corriger, et collègue par ailleurs à l'école des hautes études. Claire, mais pour 10 minutes seulement. Merci Stéphane et merci aux organisateurs. Je vais justement revenir sur cette histoire longue et chaotique de la création de commémorations et de lieux de mémoire arméniens. Alors comme Raymond Kevorkian tout à l'heure, je suis à la fois une descendante de rescapés, une historienne, mais je n'ai pas longtemps pas travaillé sur le génocide parce que c'était quelque chose que j'ai toujours connu dès mon enfance. J'ai vu les stigmates, les plaies du génocide sur le corps de ma grand-mère qui me racontait ces récits très souvent. Alors je ne sais pas s'il y a eu silence, si elle a fait silence à l'égard de ses enfants, mais enfin en tous les cas, pour moi, dès ma plus petite enfance, je n'ai entendu que ces récits. Et si je m'y suis engagée, c'est un petit peu dans ce courant, un petit peu maintenant que tout le monde est mort et la nécessité, peut-être l'urgence de donner une sépulture, et face aussi à cette permanence du négationnisme de l'État criminel dans laquelle s'inscrit l'histoire justement de la création de ces lieux de mémoire. Tout à l'heure, Jean-Pierre Chrétien évoquait le fait que les massacres, le génocide des Tutsis au Rwanda se déroulait en Afrique et que c'était un des éléments implicites aussi du génocide, la banalisation. Bon, dans le cas des Arméniens, on a parlé aussi de massacre à l'oriental, donc c'est pas propre seulement à l'Afrique. Donc dès que ça se passe hors d'Europe ou hors de... cette dimension existe. Alors je vais essayer de vous présenter aussi quelques images justement de ce que c'est que la disparition et le négationnisme. Ça, c'est une image d'un missionnaire scandinave devant le désert de Del el-Zoj en 1920, donc avec les ossements qui restent. Voilà, pardon. Et aussi ce que représente le négationnisme. Je ne vais pas vous montrer de cadavres, rassurez-vous. Juste cette image, le quartier arménien de Van, donc une des capitales arméniennes, en 14, à la veille du génocide, et ce quartier arménien aujourd'hui. Ça, c'est l'effacement des traces systématiques. Et je pense que ces deux images, mieux que tout autre, je ne vous montre pas toutes les séries d'églises démolies, etc., incarnent aussi le négationnisme qui s'inscrit dans l'espace. Alors, cette histoire de l'entrée de la commémoration du génocide et dans l'espace public est, je le disais tout à l'heure, une histoire longue, chaotique et tributaire de la géopolitique. Comme il y a une géopolitique des massacres, et moi je me suis plutôt intéressée à ces aspects-là, les aspects internationaux, et cette histoire est directement liée à la place et au rôle des Arméniens et de l'État turc sur la scène internationale. Évidemment, c'est une place et un rôle qui sont totalement en déséquilibre, mais c'est aussi la place et le rôle des Arméniens dans les différents pays d'accueil où se sont installés les rescapés, et où on voit aujourd'hui à Paris ce monument qui a été construit il y a quelques années et qui montre une certaine avancée. Alors l'histoire est compliquée du fait de l'attitude aussi de l'État arménien dès l'indépendance, pendant la période soviétique et après, avec des variations. Et donc il y a un paradoxe de cette histoire connue, d'un génocide connu dès le début. Alors tout à l'heure, Raymond Kevorkian disait qu'il a fallu du temps pour écrire l'histoire. Or je rappelle quand même l'un des premiers ouvrages d'histoire, qui était un récit recueillant des témoignages, mais qui déjà mettait en forme ce récit et donnait une interprétation historique, c'est l'ouvrage de Toynbee dès l'automne 1915. Donc très tôt, on a connu les événements. La presse rapporte les événements à chaud. Il y a eu la déclaration de l'entente, des trois puissances de l'entente, condamnant les criminels dès le 24 mai 1915. Parmi les monuments, donc ça c'est toujours... Arménien à Van, et puis d'autres traces de destruction jusqu'à aujourd'hui, y compris dans la République d'Azerbaïdjan, le cimetière arménien de Bakou par exemple. Quelques objets sauvés du désastre. Donc parmi les premières manifestations, les premiers monuments, on voit, vous avez vu tout à fait au début la carte de la présence arménienne. La carte de la délégation arménienne à la conférence de la paix en 19 peut être considérée aussi comme un monument dans l'espace public, à la mémoire du génocide, puisque c'est présenté à la conférence de la paix devant une assemblée internationale, une conférence internationale, donc connue dès le début. Et autre paradoxe de cette histoire, la première commémoration, le premier monument qui a été érigé l'a été dans la capitale même où s'est déroulé le génocide, la RAF, à Constantinople en 1919. Alors ce monument a ensuite été démoli
en 1922, à l'arrivée au pouvoir, enfin la reprise de la ville par Mustafa Kemal. L'autre première commémoration des victimes a été à Berlin, la capitale de l'État complice d'une certaine façon de cette commémoration. À Yerevan, la capitale de l'Arménie indépendante, il y a une première commémoration en 1920 qui devait s'institutionnaliser par la suite. Mais dès 1921, l'Arménie était soviétisée et à partir de ce moment-là, la commémoration a été liée à la ligne du parti, à la ligne du Parti communiste, à la ligne de politique internationale de Moscou et tributaire, soit de l'amitié entre Lénine et Kemal, de l'amitié entre les peuples ou de l'état des relations de l'URSS avec la Turquie ou avec l'Occident plus généralement. Donc il y a eu un oubli, une occultation, une instrumentalisation avec des transformations. Par exemple, en 1945-1948, quand l'URSS a voulu récupérer les territoires perdus en 1918, la question a été ressuscitée, puis pour à nouveau être enterrée, et elle a réparu dans l'espace public en Arménie à partir du cinquantenaire, avec des monuments d'abord dans l'enceinte de la cathédrale, et puis un monument, un mémorial, inauguré à Yerevan en 1967, après de grandes manifestations de rue qui étaient une première dans un pays soviétique. Mais ce monument, donc sur la colline des Hirondelles, a été inauguré non pas le 24 avril 1915, enfin le 24 avril 1967, qui est la date commémorative, mais le 29 novembre, c'est-à-dire à la date de la commémoration de la soviétisation de l'Arménie, pour lier la question du génocide côté turc avec la résurrection côté soviétique. Donc une instrumentalisation même dans l'histoire de ce monument dans le pays même. Et il a fallu attendre 1988, le dégel gorbatchevien, pour que le 24 avril devienne un jour férié. Et le musée du génocide qui a été bâti autour de ce mémorial, où sont canalisées les manifestations depuis 1965, donc là vous avez une image de ce mémorial, n'a été bâti qu'en 1995, donc déroulent les cérémonies. C'est là qu'on accueille aussi les délégations étrangères. Là, c'était lors de la visite du président Chirac en Arménie. Donc un monument qui prend un peu le modèle des grands monuments comme le musée de l'Holocauste à Washington, Yad Vashem en Israël, donc avec vraiment une copie de cela. En diaspora, c'est en diaspora en réalité que la commémoration, mais c'est là où vivaient les rescapés, a été la plus importante. Et ces monuments aussi témoignent de la place et du statut, je le disais, des communautés arméniennes. Donc ça, c'est encore d'autres monuments en Arménie. Donc en Syrie, là où ont atterri, on peut dire, où sont arrivées les caravanes de déportés, où une église qui d'ailleurs vient d'être bombardée a été construite dans les années 90 avec un ossuaire. Et sinon, je vais vous passer très rapidement les images parce qu'on n'a pas du tout le temps, de façon très simpliste. De façon générale, dans les pays musulmans où disons, il y a des communautés arméniennes qui vivent avec un statut communautaire à l'image du millet, ces monuments sont pas tout à fait dans l'espace public, ils sont souvent dans les enceintes des églises. Et dans les pays occidentaux, eh bien, ils occupent une place plus communale, oui. Il n'y a qu'en Syrie qu'il y avait des monuments officiels. Pas du tout. Qui étaient reconnus par le gouvernement syrien. Non, pas du tout. Non, je vous ai montré là où c'était, sur les lieux même où se sont déroulées les choses, mais il y a eu des monuments un petit peu partout dans toutes les communautés arméniennes créées à l'initiative des Arméniens. Donc dans les pays, je disais plutôt du Moyen-Orient, c'est dans les enceintes des églises, que ce soit en Syrie, en Égypte, en Iran, etc. Donc je vous en fais passer un certain nombre très rapidement pour vous montrer que ces monuments dans l'espace public, non seulement en France, mais sur la scène internationale, sont partout. Et dans les pays, disons, où la liberté, la présence peut se marquer de façon plus libre, ils sont dans l'espace général, que ce soit au Liban ou ailleurs en Occident. Donc c'est outre ces monuments que je fais défiler très rapidement, l'entrée dans l'espace public s'est fait aussi à travers des résolutions, des déclarations, sous bien sûr la pression des communautés qui elles-mêmes ont été réveillées à travers l'exemple de la reconnaissance de la Shoah, l'exemple de ce qui a été fait pour
ces reconnaissances du génocide d'une façon générale, avec des reconnaissances soit par des États, des municipalités, mais aussi des organismes internationaux. La première éruption, par exemple, après la Deuxième Guerre, outre l'épisode de 1945 au moment de la création de l'ONU, ça a été en 1973 avec l'histoire du paragraphe 30, d'ailleurs promu par un Rwandais, qui, dans un rappel sur la Commission des droits de l'homme de l'ONU, dans un rappel sur l'historique des génocides, mentionnait le génocide des Arméniens, ce qui a donné lieu à une réaction très féroce de la Turquie, une longue bataille qui s'est accompagnée d'une décennie terroriste, une autre éruption dans l'espace public de façon violente, et des séries d'autres manifestations en 1985 à l'ONU, résolution du Parlement européen en 1987. En France, il y a eu la déclaration du président Mitterrand aussi de 1984 qui a ouvert un petit peu la brèche, et puis la loi votée en 2001 avec à nouveau des problèmes lors du débat sur la loi de pénalisation des génocides qui a été votée une première fois en 2006, suspendue, réapparue en 2012 avec un déchaînement contre cette loi qui laisse à réfléchir sur l'attitude, parce que le mot arménien n'était pas prononcé, le mot turc n'était pas prononcé, c'était l'application d'une directive européenne, mais avec la tolérance qu'a pris la société d'une façon générale face à ces crimes contre l'humanité. Et le négationnisme, de ce point de vue-là, on avait l'impression, par Arménien interposé, s'adressait à beaucoup d'autres éléments. Alors, face à cela, bien, la Turquie continue, bien sûr, un travail plutôt de réaction, de plus en plus organisé, de plus en plus sophistiqué, en prenant en otage la communauté arménienne résiduelle, les relations économiques, les relations stratégiques, voire les intellectuels démocrates. On a, avec je vais passer encore des séries de monuments, mais je termine bientôt, pardon. En organisant des manifestations, même très violentes, y compris sur le territoire de la République, hein, la manifestation des loups gris très récente au moment du vote de cette loi, avec des slogans ouvertement racistes, haineux, et agite des menaces constantes, même si dans la société civile, bien sûr, des mouvements tendent à changer, enfin, transformer l'opinion publique turque. Il y a eu aussi, il faut le noter, une commémoration très courageuse en Turquie le 24 avril, alors je ne sais plus si c'était 2009 ou 2010, mais c'était une première depuis 1919. Alors, je vous disais tout à l'heure, paradoxe, la question arménienne est de plus en plus dans l'espace public, de plus en plus même dans le cyberespace, de façon générale, à travers l'Internet, mais aussi avec un négationnisme très virulent. C'est une histoire qui n'est pas finie. Alors, comme le disait tout à l'heure Denis Péchanski en ouvrant cette conférence, ce qui est important, et pour moi en tant qu'historienne, c'est avant tout le travail d'histoire, mais celui-ci est déterminé et stimulé autant qu'entravé par le négationnisme. Le négationnisme s'exprime, là, je passe très rapidement. Enfin, c'est juste pour montrer que c'est partout dans le monde. Hein. Vous voyez, Thessalonique, je passe très très vite. Il y a même des images que je n'ai pas, donc c'est plaques dans tous les pays du monde. Mais en Turquie, la réponse a été de construire des monuments du génocide des Turcs par les Arméniens, hein, qui est donc à Kars. Je voulais vous en montrer quelques exemples, de construire des mausolées en l'honneur des criminels. Notamment en l'honneur de Talat Pacha, le grand architecte du génocide, de baptiser des grandes avenues de ce nom-là, comme si en Allemagne aujourd'hui on avait des avenues Hitler, hein, ce qui serait totalement insupportable. Et à l'approche de 2015, c'est-à-dire du centenaire, alors on a évoqué bien sûr tout à l'heure aussi à l'ouverture des commémorations qui vont avoir lieu à Paris, mais la Turquie aussi fourbit ses armes et est en train de préparer une contre-commémoration qui menace d'être se transformer en vague très importante. Et je crois que la question de la commémoration, des lieux de mémoire, etc., continue d'être inscrite dans
relation, dans un rapport de force, et notamment dans un contexte géopolitique dont on ne sait pas vers où il va évoluer, à l'heure où, par exemple, la Turquie, non seulement au-delà des liens avec l'Europe, de la question de l'adhésion à l'Europe, de la question du marché économique et autres, est aussi portée en avant comme puissance modèle pour les printemps arabes, enfin, les 10 printemps arabes, comme puissance devant servir de guide dans cette région ou devant reprendre cette région sous son hégémonie. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je continue de faire. Merci à Claire Mouradian, donc, qui nous présentera peut-être en léger décalé les monuments négationnistes turcs. Donc, merci pour cette présentation de cette profusion monumentale, finalement, au plan international. Et je cède donc tout de suite la parole, et sans transition excessive, vu le temps très limité que nous avons, à Mme Frédérique Maudufour, donc directrice du Centre européen du résistant déporté et représentante de l'ONAC, donc parmi nous. Bonsoir. Donc, je représente ici un site unique en France, qui est le seul camp de concentration aujourd'hui situé sur le sol français, en Alsace, qui était à l'époque annexé par le Troisième Reich. Ce site est aujourd'hui la propriété du ministère de la Défense, et j'en profite pour saluer l'arrivée parmi nous du directeur de cabinet du ministre délégué aux anciens combattants, M. Maurice Brault, et dépend également pour sa gestion, ce site, de l'Office national des anciens combattants. Donc on est dans un lieu de la mémoire nationale. En apparence, le lieu est une bonne chose pour incarner la mémoire. C'est une mémoire de pierre qui est appelée, aux yeux de beaucoup de gens, à survivre aux survivants. La force du témoignage des êtres humains, des victimes, est irremplaçable, nous l'avons dit, mais l'avenir du témoignage appartient sans doute au lieu lui-même. Et du reste, les anciens déportés du camp du Struthof sont très attachés à la préservation des baraques du camp, du four crématoire, de la chambre à gaz. Ils sont profondément attachés à cette préservation. L'avenir appartient au lieu. Au Struthof, il faut distinguer le site historique lui-même, pour lequel le ministère de la Défense donc, engage depuis des années un gros travail de préservation, et puis les strates mémorielles qui se sont ajoutées au fil du temps, notamment la première strate en 1960 qui a été d'ériger un monument, comme si le lieu lui-même, le lieu des souffrances, ne suffisait pas, mais qu'il fallait ajouter une grande flamme de pierre haute de 45 mètres pour parler de cette histoire. Et la strate suivante, c'est pour vous montrer à quel point il faut du temps avant d'arriver à parler des choses, à ériger un lieu. La dernière strate a été posée en 2005 avec l'inauguration d'un bâtiment tout à fait moderne qui s'appelle donc le Centre européen du résistant déporté, et qui est une exposition permanente avec des moyens multimédia tout à fait contemporains pour expliquer aux jeunes générations ce qui s'est passé dans cet endroit. Il semble donc exister une identité, ou du moins une corrélation très forte entre le lieu de mémoire et ce qu'on appelle, mais que je n'aime pas cette expression, le devoir de mémoire, puisqu'on a une fréquentation très importante avec 180 000 visiteurs par an, dont la moitié, c'est-à-dire 90 000 chaque année, sont des scolaires. On est donc dans quelque chose qui apparaît très cohérent. Mais en corollaire, ce qui est vraiment important de souligner, c'est que le lieu de mémoire, que ce soit le Struthof ou tout autre lieu de mémoire, est aussi le reflet ou le réceptacle des complexités mémorielles. Ainsi, pour un lieu comme le Struthof, elles sont extrêmement nombreuses. Le lieu est très fort. Je vous invite à y venir un jour. On est à 900 mètres d'altitude sur une montagne en Alsace avec un paysage sublime de montagnes et de vallées, et c'est un lieu terrible. Donc le lieu dégage une force extrêmement vive, il est bien préservé, il y a des vestiges avec ce four crématoire, cette chambre à gaz qui sont là, et malgré tout, ce lieu n'est pas autoporteur, c'est-à-dire qu'il reste insuffisant à la connaissance. Le ministre des Anciens Combattants, quand il est venu sur place, a fait un discours qu'il a commencé en disant « Peu de Français connaissent l'existence d'un camp de concentration sur leur sol ». Donc même la force du lieu est insuffisante à la connaissance. La deuxième chose, que le lieu est insuffisant à la compréhension de ce qui s'est passé. On peut visiter le Struthof
et repartir chez soi sans avoir rien compris, en étant tout aussi ignorant des faits ou tout aussi rempli d'idées fausses. L'idéologie nazie ne transpire pas par les murs des baraques. Le lieu de mémoire est redevenu totalement inoffensif. En été, il est quasiment bucolique. Si on n'a pas abordé cette histoire par d'autres moyens, on ne comprend pas ce qui s'est passé par le lieu. Ce qui veut dire, et c'est vraiment le fil directeur de mon propos, c'est que l'histoire est centrale dans la compréhension d'un lieu, et cela est vraiment le cas au Struthof. J'ajoute que la lisibilité du lieu est brouillée par une multitude de facteurs dans le cas de ce camp de concentration. Tout d'abord, et c'est pour ça que je le souligne ici, on parle de génocide, et le Struthof n'est pas un lieu du génocide, c'était un camp où étaient envoyés des résistants, mais dans les différentes mémoires qui existent actuellement, sans qu'il y ait de concurrence entre elles, il y a malgré tout une confusion dans l'esprit des gens, et il m'arrive de recevoir des élèves et de leur expliquer immédiatement la différence entre un camp de concentration et un camp d'extermination, et à leur préciser qu'il y a eu très peu de juifs au Struthof et qu'ils étaient là en tant que résistants et non pas en tant que juifs. Et 3 minutes après, il y en a un qui lève la main devant une image avec un déporté avec sa tenue rayée. Il me dit « Mais qu'est-ce qui est en train de faire le juif sur cette image ?» Donc il y a une assimilation très forte et très fausse des mémoires, et un mélange qui est gênant pour la mémoire des déportés résistants du moins. La deuxième chose, c'est que ce camp de concentration est situé dans un lieu, dans une région à la mémoire très complexe. Je ne vais pas vous faire l'histoire de l'Alsace, j'ai pas le temps. Ce camp de concentration est au cœur du territoire alsacien, mais il symbolise la terreur qui n'est pas une terreur alsacienne, qui n'est même pas une terreur française, qui est une terreur étrangère, qui est la terreur nazie. Pour les Alsaciens, c'est un lieu qui est donc très difficile à accueillir encore aujourd'hui sur leur sol, à intégrer, alors que les Alsaciens ont eu pour leur part leur lot de souffrance, puisque vous savez qu'ils ont été germanisés, nazifiés, obligés d'intégrer de force la Wehrmacht, et qu'ils ont déjà une histoire fort complexe. Autre complexité que je souligne, on est dans un lieu, je l'ai dit, de mémoire nationale. On a chaque année une grande cérémonie annuelle en présence d'un membre du gouvernement ou du président de la République. On est géré donc par l'ONAC et par le ministère de la Défense, alors même que c'est un lieu qui dépasse le cas français, puisqu'il y a eu 32 nationalités déportées dans ce camp, et qui étaient majoritairement des Russes, des Polonais, des Allemands. Et donc on est dans un lieu qui dépasse notre seul territoire. De plus, ce lieu n'a pas été évidemment porté à l'époque par la France, bien entendu. Donc pour essayer de synthétiser ma pensée, j'aimerais dire que le lieu de mémoire, puisque c'est visiblement la volonté des rescapés Tutsis d'en ériger un à Paris, le lieu de mémoire, c'est un support fondamental parce qu'il permet de se regrouper, de faire venir les gens, mais il est insuffisant, il n'est pas exclusif du souvenir. Tout aussi importante me paraît donc la démarche historienne, sans laquelle le lieu reste muet, voire mensonger. Alors hier s'ouvrait à Strasbourg, dont je viens, un important colloque qui dure 3 jours sur le thème mémoire et réconciliation. Et j'ai beaucoup pensé au colloque qu'on allait avoir ensemble cet après-midi, parce que plusieurs orateurs remarquables, dont Damien Leguet, ont rappelé que toute réconciliation, qu'il s'agisse des peuples comme les Tutsis, on l'a dit, mais qu'il s'agisse des gens en Argentine, de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, doit procéder d'une disposition d'esprit commune avec le pardon pour horizon. Et il n'y a pas de recette miracle pour obtenir cela, mais il y a quand même un préalable, et c'est revenu tout le temps dans les débats, c'est la recherche et la divulgation de la vérité historique. On peut citer par exemple une phrase de Desmond Tutu, qui a été un des grands artisans de la réconciliation sud-africaine et qui disait « C'est seulement sur la base de la vérité historique qu'une véritable réconciliation peut avoir lieu ». Or, si je puis me permettre pour conclure une réflexion plus personnelle, donc je ne vais pas parler en mon nom de directrice du Centre européen ni au nom du ministère, mais en mon nom personnel, je crois que le cas du Struthof et le cas du Rwanda, d'une certaine façon, présentent certains points communs. D'abord, les deux lieux, pour le Rwanda c'est une évidence, mais aussi le Struthof, à l'époque des faits, sont situés hors du sol français, avec cependant des liens extrêmement forts à ce pays. Ce qui s'y est passé intéresse donc directement la France, mais on l'a déjà dit, mais je le répète, intéresse l'humanité tout entière, puisque c'est elle qui a été visée et assassinée en tant que telle dans les deux lieux. Dans les deux cas, un autre point commun, c'est que la parole des victimes a été recueillie et écoutée, ce qui est fondamental et ce qui est heureux.
Mais d'une certaine façon, j'ai envie de dire, il reste la moitié du travail à faire. Pas de la même façon, mais avec des similitudes. Plus j'avance dans l'étude de la déportation, plus il me semble que recueillir la parole de la victime sans recueillir celle du bourreau, c'est faire la moitié du travail. Au Struthof, par exemple, la chaîne des responsabilités n'a jamais été vraiment établie. Le témoignage des commandants a été certes recueilli, mais simplement au moment du procès, mais les gens qui étaient des capots dans le camp, les gens qui ont collaboré plus ou moins activement avec les SS, par exemple, pour apporter des matériaux pour la construction du camp, faire l'électricité, ou les gens des alentours qui allaient se faire soigner par le dentiste nazi du camp, tous ces gens-là n'ont jamais été entendus, et je trouve que c'est extrêmement dommage. De la même façon, aucun travail scientifique n'a jamais été consacré à la période extrêmement trouble qui suit l'évacuation du camp de concentration et son réinvestissement, mais cette fois en renversant totalement les choses, par les résistants qui enferment ceux qu'ils soupçonnent de collaboration, sans vraiment d'ailleurs de véritable procès. Aucun travail là-dessus, c'est quelque chose qui reste extrêmement tabou et sur lequel pèse une vraie chape de plomb. Dans le cas du Rwanda, mais c'est une réflexion que je vous soumets, je ne suis pas du tout spécialiste, peut-être qu'une partie de l'histoire du génocide mériterait d'être éclairée également, car le fait qu'elle reste dans une ombre relative me paraît de nature à gréver un peu ce processus de mémoire dont nous parlons ensemble. Il y a un mot qui a été prononcé juste 2 fois ce soir par M. Chrétien, qui est le mot « Hutu ». Les Tutsis ont été assassinés par un autre groupe qui s'appelait les Hutus. Et je pense que si on ne fait pas ce travail que je viens de décrire pour le Struthof vis-à-vis des SS, pour établir la chaîne des responsabilités et pour écouter dans une démarche pacifique la parole du bourreau, on va rater peut-être quelque chose. Alors peut-être pour conclure vraiment, il y a une autre chose qu'il faudrait peut-être accentuer. Je dois vous dire, pour que vous le compreniez, c'est que je suis née au Burundi pendant le génocide de 1972, donc pendant le génocide, ou le massacre du moins, des Hutus, et je reste un peu étonnée du silence qui entoure ce drame, qui est pourtant antérieur et qui donc, quand Denis Péchanski parlait de temps long, a sûrement une relation, pas du tout de cause à effet, peut-être une relation différente, mais qui pourrait être intéressant de rappeler. Au moins parce qu'il y a cette proximité géographique, cette proximité des 2 pays et cette proximité chronologique. Donc c'est bien de faire cette histoire comparative, c'est fondamental, mais il faut aussi regarder à proximité. Moi, dans mon cas, avec les Alsaciens, où c'est un travail difficile, on sait tous que la mémoire est quelque chose qui est souvent douloureux, qui est rarement bonne à dire, mais sans laquelle on ne peut pas y arriver, surtout quand on est à cheval, comme c'est le cas en Alsace, entre la France et l'Allemagne, entre 2 pays. Donc je pense que ce travail difficile, il est nécessaire si on veut obtenir ce lieu. Il est nécessaire à la réparation des mémoires individuelles, dont on a parlé, à la réconciliation des mémoires partagées avec son voisin proche, et donc à la reconstruction d'une mémoire collective. Je vous remercie.